Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va souligner certains points des cours d'atomistique et de liaison que vous avez eu la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus exactement. Le nombre de masse. Le nombre de masse correspond au nombre de protons et de neutrons d'un atome. Le numéro atomique, lui, correspond au nombre d'électrons d'un atome ou au nombre de protons. Le nombre de neutrons, lui, pour le calculer, donc il suffit de faire A le nombre de masse moins Z le numéro atomique. Vous avez vu aussi que les ions étaient des atomes ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Un atome qui a perdu des électrons est un cation, car il a perdu des charges négatives, donc il a entre guillemets des charges positives en plus. Et un anion est un atome qui a gagné des électrons. Une mole correspond à la quantité de matière que contient autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone 12. Ainsi, à l'aide de calculs, on trouve que une mole, ça correspond à 6,022 fois 10 puissance 23 UMA. UMA qui veut dire unité de masse atomique. Cette valeur n'est pas à connaître, elle vous sera donnée dans les énoncés pour vos exercices. Vous avez découvert cette année les nombres quantiques. On a 4 nombres quantiques. Le nombre quantique principal n correspond à la couche électronique. Pour chaque couche électronique, on peut mettre jusqu'à 2n carré électrons. Ce 2n carré est à connaître. Le nombre quantique secondaire ou azimutal L, il correspond à la forme de l'orbital atomique. Il caractérise la sous-couche en fait. Sa valeur est comprise entre 0 et n-1. 0 inclus évidemment. Le nombre quantique magnétique ML quantifie le moment magnétique de l'électron, donc l'orientation de l'espace occupé par l'électron. En gros, le nombre quantique magnétique, il caractérise l'orientation dans l'espace d'une orbitale atomique. Et ce nombre quantique peut prendre 2L plus une valeur. Le nombre quantique de spin S, lui, correspond au spin, donc le moment magnétique angulaire de l'électron. Il peut prendre que 2 valeurs qui sont 1,5 et moins 1,5. Il faut savoir qu'il y a une petite subtilité, c'est qu'une orbitale atomique est caractérisée par 3 nombres quantiques qui sont le nombre quantique principal n, le nombre quantique secondaire ou azimutal L et le nombre quantique magnétique m. Mais un électron, lui, est caractérisé par les 4 nombres quantiques. En effet, le 4e étant le spin de l'électron. Donc une orbitale atomique, elle n'a pas de spin. C'est caractéristique à l'électron. On vous a aussi parlé d'état quantique fondamental. L'état quantique fondamental, c'est juste l'état pour lequel l'énergie du noyau du système, en fait, est la plus basse, la plus stable. Ensuite, on va aussi vous demander d'écrire la configuration électronique d'un atome. Pour écrire la configuration électronique d'un atome, il faut respecter certaines règles, comme le principe de stabilité et la règle de Kleshkovsky. Alors, vous pouvez apprendre le tableau qu'il y a dans le cours. Il y a une petite suite logique, en fait, ça fait des diagonales. Mais vous pouvez aussi utiliser la phrase « Sa sainteté Paul VI peut se demander pourquoi son domestique parle si fort dans le parloir sacré. » Et en fait, vous prenez l'initiale de chacun de ces mots et vous avez juste à savoir ensuite quand mettre un 1, quand mettre un 2, quand mettre un 3 et à remplir le nombre d'électrons. Le principe d'exclusion de Pauli, lui, il veut dire que deux électrons ne peuvent pas avoir leurs 4 nombres quantiques identiques. C'est contre les lois de la physique actuelle et donc ils diffèrent forcément par leur spin. Ils peuvent être sur la même orbitale, sur la même sous-couche même, donc avoir le même nombre quantique principal, secondaire et magnétique, mais ils doivent forcément différer par leur spin. C'est pour ça que dans les cases quantiques, on fait un vecteur vers le haut et un vecteur vers le bas. On vous parle aussi d'électrons célibataires ou non appareillés. C'est exactement la même chose. Un électron célibataire correspond à un électron non appareillé. De même, on vous parlera aussi de couche de valence, qui veut dire la même chose que couche externe ou couche périphérique. Et les synonymes sont à connaître.
Ensuite, comme dans toutes les règles, il y a des exceptions. Et les principales exceptions à la règle de Kleshkovsky sont dans les cas où on a les situations NS2, ND4 et NS2, ND9. En effet, les configurations NS1, ND5 et NS1, ND10 sont plus stables que les configurations NS2, ND4 et NS2, ND9. Donc, quand on aura une configuration électronique qui finira par NS2, ND4 ou NS2, ND9, il ne faudra pas oublier que c'est une exception et donc la bonne configuration sera NS1, ND5 ou NS1, ND10. Dans le cas des ions, on retire, si c'est un anion, si c'est un cation, on va retirer des électrons, et si c'est un anion, on va ajouter des électrons sur la couche périphérique, la couche externe. Donc sur la configuration électronique, imaginons que le N le plus grand ce soit 4. Si on doit ajouter ou supprimer des électrons, ça sera que sur la couche 4. Et non pas sur, par exemple, si ça finit en 4S2, 3D8, ce sera sur la 4S qu'on va ajouter ou supprimer. On va pas le faire sur la 3D8, même si dans l'écriture elle vient après. Parce que la couche périphérique, c'est pour le N le plus grand. Donc ici, N égale 4. Vous devez aussi connaître un certain nombre de familles. Alors, avant toute chose, l'hydrogène n'appartient à aucune famille. Il est certes au niveau de la première colonne, mais il n'appartient pas à la famille de cette colonne. C'est un élément à part. La colonne 1, autrement, correspond à la famille des alcalins. Les alcalins qui finissent en NS1. La colonne 2, elle, correspond à la famille des alcalino-terreux, finissant en NS2. La colonne numéro 14, qui n'a pas de nom, finit en NS2, NP2. La colonne 15 finit en NS2, NP3. La colonne 16, qui correspond à la famille des chalcogènes, finit en NS2, NP4. La colonne 17, qui correspond à la famille des halogènes, finit en NS2, NP5. Et enfin, la famille des gaz rares, aussi appelée gaz noble, qui finit en NS2, NP6. Et ces gaz rares sont très peu réactifs parce que leur couche électronique périphérique est saturée. Ils sont extrêmement stables. Maintenant, le chapitre sur les liaisons. Donc, une liaison chimique résulte du partage d'électrons entre éléments liés. Mais il existe différents types de liaisons. Les liaisons fortes et les liaisons faibles. Dans les liaisons fortes, on trouve la liaison de covalence qui correspond au partage de 2 électrons par 2 atomes, où chacun fournisse un électron en fait. La liaison de coordination, aussi appelée liaison dative, où pareil on a là encore 2 atomes qui partagent 2 électrons, sauf que dans ce cas-là, il y en a un qui en fournit 2 et l'autre qui n'en fournit aucun. On a aussi la liaison ionique, qui est un cas extrême, c'est-à-dire que on a le transfert complet de 2 électrons d'un des atomes à l'autre. Mais ça reste une liaison. Et la liaison métallique, que vous ne devez probablement pas avoir à connaître cette année. Et les liaisons faibles, du coup, avec les forces de Van der Waals et la liaison hydrogène. Et vous devez savoir pour chaque liaison à quel type de liaison elle fait partie. Là, si on vous demande l'item, la liaison de covalence est une liaison faible, vous devez savoir répondre faux, c'est une liaison forte. Ensuite, la règle de l'octet. Alors la règle de l'octet, en gros, l'énergie de formation d'une liaison est toujours inférieure à la somme des énergies potentielles des 2 atomes séparés. Pour faire simple, on prend 2 atomes et si ils font une liaison entre eux, c'est pour être plus stable. La nature, ça n'aime pas ne pas être stable. Elle recherche toujours un état de stabilité où elle a besoin de faire le moins d'efforts possible. Et donc, si il y a une liaison qui doit se faire, c'est pour gagner en stabilité et donc avoir une énergie inférieure. Et donc du coup, chaque atome va chercher à acquérir une stabilité électronique. Et pour obtenir cette stabilité électronique, ils vont chercher à former des liaisons jusqu'à ce qu'ils soient entourés de 8 électrons sur leur couche de valence. Si on regarde les gaz rares, ils sont entourés, eux, de 8 électrons sur leur couche de valence. Et c'est pour ça qu'ils sont extrêmement stables. L'électronégativité.
Alors l'électronégativité, c'est la capacité d'un atome à attirer à lui les électrons lorsqu'il est impliqué dans une liaison chimique avec un autre atome. L'électronégativité, elle augmente de gauche à droite et de bas en haut dans la classification périodique des éléments. Et vous devez savoir que le fluor est l'atome le plus électronégatif. L'électronégativité, c'est ce qui va vous permettre de prédire la nature d'une liaison. Savoir si une liaison elle est covalente, non polarisée, covalente polarisée ou ionique. Mais c'est ce qui va aussi vous permettre de savoir si une molécule possède un moment dipolaire ou non. Si il y a un atome électronégatif, il va avoir une charge partielle notée delta-. Et un atome électronégatif, ça attire à lui les électrons dans une liaison. Donc, tous les atomes qui seront reliés à cet atome électronégatif auront une charge partielle delta+, car leurs électrons vont être attirés par cet atome électronégatif. Donc c'est comme si ils étaient sur le point de les perdre. Si on a une molécule avec un moment dipolaire, alors elle est dite polaire. Et si elle a un moment dipolaire nul, elle sera dite apolaire. De manière générale, une molécule symétrique aura un moment dipolaire nul. Mais il faut prendre en compte la géométrie de la molécule. En effet, la molécule 2 est bien symétrique, mais comme elle est coudée dans sa géométrie, elle possède un moment dipolaire. Et donc on en arrive à la géométrie des molécules, à l'aide de la formule VSPR. La formule VSPR, elle s'écrit AX indice N, E indice M. Avec A l'atome central, ce sera toujours écrit A, ça ne change pas. X qui correspond au nombre d'atomes périphériques, et E qui correspond au nombre de doublés non liants. Alors, donc X étant le nombre d'atomes périphériques, il suffit juste de compter le nombre d'atomes qu'il y a autour de l'atome central. Madame Collin a dû vous parler de cette formule en utilisant les liaisons et en comptant les liaisons. Mais en faisant attention à ne pas compter les liaisons multiples, justement. Mais comme c'est écrit dans le cours, ça correspond au nombre d'atomes périphériques. Et donc pour éviter les erreurs en allant par exemple trop vite et en comptant une liaison multiple, je vous conseille de compter le nombre d'atomes périphériques, c'est plus simple. Et E qui correspond au doublet non liant, donc un doublet non liant, je rappelle, c'est deux électrons. C'est deux électrons appariés. Et donc sur les cases quantiques, c'est représenté par une case quantique pleine avec ces deux électrons. Si on a une formule VSPR qui s'écrit en AX uniquement, alors la figure de répulsion des paires électroniques sera égale correspondra à la géométrie de l'édifice. Ce sera exactement la même chose, parce qu'il n'y a pas de doublet non liant. En revanche, si la formule VSPR s'écrit sous la forme de AXE, alors la figure de répulsion des paires électroniques sera différente de la géométrie de l'édifice, parce qu'il y aura un doublet non liant, et le doublet non, au moins un doublet non liant. Et dans la géométrie de l'édifice, on ne compte pas les doublets non liants. Ensuite, on a introduit la notion d'hybridation. Alors l'hybridation, elle permet d'obtenir des orbitales atomiques hybrides qui sont de même forme et de même énergie. Et ces orbitales hybridées, elles permettent de mieux rendre compte de la géométrie d'une molécule. Pour trouver l'état d'hybridation de l'atome central à l'aide de la formule VSPR, en fait, il suffit de faire N plus M, les petits indices, en fait, avec le X et le E. Par exemple, si vous avez la formule AX3, vous faites 3 plus 0, parce qu'il n'y a pas de E, il n'y a pas de doublet non liant, donc 3 plus 0 et vous trouvez 3. Ensuite, vous essayez de trouver l'état d'hybridation. Par exemple, on va imaginer c'est SP. Si c'est SP, si vous vous dites que c'est SP, vous faites 1 plus 1, parce que si on met S, ça sous-entend qu'on met un petit 1 en exposant. Donc, SP, ça sous-entend S1, P1, donc 1 plus 1, 2, or 2 c'est pas égal à 3, donc ce n'est pas SP l'état d'hybridation. Ensuite on essaye avec SP2, donc 1 plus 2, 3, et ça tombe bien, pour AX3, on avait trouvé 3 aussi, donc ça sera bien ça l'état d'hybridation, SP2. L'orbital S, ça correspond à une sphère, et cette sphère, elle augmente de diamètre
son diamètre, son rayon plutôt même, son rayon croît avec n. Le rayon de la sphère pour une orbitale s est proportionnel au nombre quantique principal n. Plus n augmente, plus la sphère sera grande. Et l'orbitale p, elle correspond à une bilobe. Pour différencier les liaisons simples des liaisons multiples, on parle de liaison sigma et de liaison pi. La liaison sigma, elle correspond à une liaison simple, et la pi à une multiple du coup. Et il faut savoir qu'une liaison sigma, elle fait un recouvrement des orbitales atomiques par symétrie axiale, c'est-à-dire dans le même sens. Alors que la liaison pi, elle va recouvrir les orbitales atomiques par symétrie de rotation autour de l'axe. Donc, si là j'ai mes orbitales, j'ai mes liaisons pi, au lieu du coup de se recouvrir de manière axiale, par exemple comme ça, dans l'axe, elles vont se recouvrir par rotation, comme ça. Et elles sont plus dans le même axe. En gros, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, on va voir les liaisons faibles. Donc les liaisons faibles, ce sont les interactions qui expliquent la cohésion des états condensés de la matière. C'est une définition à savoir. Parmi les liaisons faibles, on trouve les forces de Van der Waals et les liaisons hydrogènes. Et on va s'attarder sur ces dernières. Une liaison hydrogène, elle peut être intra- ou intermoléculaire. Si elle est intramoléculaire, comme son nom l'indique, elle a lieu dans la molécule elle-même. Et si elle est intermoléculaire, elle a lieu entre plusieurs molécules. Entre des molécules différentes en tout cas. Une molécule qui peut former des liaisons intermoléculaires aura une température de fusion plus élevée qu'une molécule qui peut, elle, former des liaisons intramoléculaires. Dans le cas de l'eau, l'eau peut former 4 liaisons hydrogène intermoléculaires avec d'autres molécules d'eau autour d'elle. Ce qui fait que du coup, il y aura énormément de liaisons hydrogènes intermoléculaires. Et l'eau, elle a une température d'ébullition anormalement élevée due à ce grand nombre de liaisons hydrogènes intermoléculaires qu'elle peut faire par rapport aux autres composés du même groupe que l'oxygène du coup. Dans chaque série, ce sera le composé le plus léger qui aura le point d'ébullition le plus élevé. Pour qu'il y ait une liaison hydrogène, qu'elle soit intra- ou intermoléculaire, il faut qu'il y ait un atome électronégatif dans la liaison pour qu'il puisse y avoir des charges partielles. Si on vous demande est-ce qu'il y a des liaisons hydrogènes avec une molécule qui n'a pas d'atome électronégatif, la réponse sera non. Et enfin, vous avez vu 4 types de liaisons que sont les liaisons ioniques et les ponts disulfure, qui sont des liaisons fortes, et les liaisons hydrogènes et les interactions hydrophobes, qui sont des liaisons faibles. Et vous devez savoir que ces liaisons qui sont présentes dans des protéines peuvent être dénaturées, peuvent être rompues pour dénaturer cette protéine. Et pour rompre ces liaisons, il y a différentes techniques. Pour rompre une liaison ionique, il va falloir utiliser un pH extrême. Pour rompre un pont disulfure, il faudra utiliser un agent réducteur. Pour rompre une liaison hydrogène, il faudra utiliser de la chaleur. Et pour rompre une interaction hydrophobe, il faudra utiliser un détergent. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et je vous souhaite une excellente année à tous.